Chez Guy Hockey, nous croyons qu'une estimation ne doit pas seulement être gratuite, elle doit surtout être juste. En mars, c'est le mois de l'estimation. Faites estimer votre bien et gagnez peut-être une voiture et des coffrets week-end. Bonjour à tous et bienvenue dans le best-of de votre JT Immobilier. On regarde tout de suite ensemble les meilleurs moments de la semaine. On commence notre journal avec la découverte d'Archi Déco Immo, la première agence de home staging virtuel sur Internet. Tout connaître et tout savoir, c'est avec Damien Fleurette. Bonjour. Dans cette agence immobilière de Neuilly-Plaisance, tout se passe comme ailleurs ou presque. Ici, les conseillers disposent d'un outil très particulier, le service Archi Déco Immo. Le principe est simple, proposer une solution de home staging virtuel réalisée à partir d'une simple photo. Les conseillers de l'agence sont unanimes, les projections Archi Déco Immo leur facilitent grandement le travail. On se rend compte qu'on a beaucoup d'acheteurs qui peuvent être intéressés par certains biens, que ce soit en termes de surface, que ce soit en termes de terrain, ça correspond à leurs critères. Sauf qu'aujourd'hui, quand ils visitent, il suffit que la déco soit trop chargée, il suffit que le bien soit trop ancien ou qu'il y ait trop de travaux, et ils n'arrivent pas à se projeter. Donc grâce à cette projection, ça nous aide à réaliser la vente et ça les aide à se projeter et à s'imaginer dans leur future maison. Le client visualise donc plus facilement ce que pourrait être son futur salon ou sa prochaine cuisine, mais Archi Déco Immo, c'est aussi un atout de management non négligeable. Tout ce qui est du développement avec Archi Déco Immo aujourd'hui, ça a eu un gros impact sur à la fois la motivation de mes conseillers, à la fois de prendre du mandat confiance, donc l'exclusivité Century 21 aux yeux de nos vendeurs, mais gagnant-gagnant sur d'un aspect général sur un domaine entre le conseiller et le vendeur. Eh bien voilà, pour une fois, les paroles s'envolent, les écrits restent. On est apte à apporter un support complémentaire, un service complémentaire totalement différenciant de la concurrence aujourd'hui. Et pour éviter toute mauvaise surprise, le service propose une véritable estimation du coût de réalisation de la projection. Ce qui est intéressant avec Archi Déco Immo, c'est qu'il ne s'arrête pas justement à nous envoyer une projection, il nous donne des supports de façon à ce qu'on puisse en retour de visite les offrir à nos clients. Et donc on va avoir un support papier qui est celui-ci, et qui va nous permettre à la fois de leur expliquer en termes de projection ce qu'on est capable de faire, ce qu'ils sont capables de réaliser, et d'autre part le mobilier, avec des vrais chiffrages, des vrais montants. Aujourd'hui, plus d'une centaine d'agences utilisent Archi Déco Immo, un chiffre qui ne devrait pas cesser de croître. Selon l'IFOP, 78% des acheteurs ne parviennent pas à se projeter naturellement. Allez, vous l'avez peut-être remarqué, la maison se met à l'heure animale. On voit nos amis les bêtes investir partout. La décoration, eh bien, c'est la tendance que vous nous présentez aujourd'hui, Clotilde. Attention, ça va rugir, je sens la tigresse qui est en vous. Tout à fait. Alors par contre, attention, fini les têtes empaillées de mamie. De mauvais goût. Voilà, c'est ça. Bon, c'est un peu de mauvais goût quand même. Le petit chat là qui fait des petites pauses, c'est pas terrible. Aujourd'hui, la tendance, ce sont la figure animale, mais sous forme plus moderne. Voilà, la maison, vous l'avez dit, se met à l'heure animale. Les bestioles, elles sont partout dans les magasins de déco. On commence avec les accessoires, notamment les coussins. Vous voyez, il y en a pour tous les goûts. Des brebis, des hiboux. L'important, c'est de voir l'animal en gros plan. Alors, plus c'est kitsch, plus on aime. Mieux c'est, ouais. Mieux c'est. Alors, il y a aussi évidemment des éléments de déco pour la table, des éléments plutôt discrets, des assiettes. Mais alors, moi, je préfère les plateaux. Donc, vous voyez, les plateaux ouais, avec... sympa. Voilà, c'est des animaux humains. C'est Artis original. Ces plateaux, ils viennent de la marque Hybride. Hybride, ils proposent beaucoup d'objets, notamment avec les animaux. Ils ont une très belle sélection de meubles aussi. Des meubles en forme d'animaux. Oui, mais je vous assure, j'ai un énorme coup de cœur pour la table chien. Alors, la table chien, comment c'est possible, ce n'est pas de mauvais goût parce qu'il n'y a pas la tête de chien, c'est assez discret, c'est juste que c'est plus suggéré que montré. C'est moulé en fait, c'est plus un moule. C'est des pattes, on voit bien les pattes, on reconnaît quand même si on regarde bien la table. Alors il y a ça, et puis aussi il y a le flamant rose, vous voyez, avec les jambes, là ça se reconnaît facilement. Et tous les animaux sont tendance, est-ce que c'est forcément des animaux de grosse taille ou on a des petits hamsters, enfin on peut avoir des petites touches comme ça de décoration? La tendance, ce sont les animaux de grosse taille, les grosses bestioles bien imposantes. Alors comme cette étagère ours, c'est une étagère donc c'est plutôt pratique, mais il y a aussi les animaux juste décoratifs, juste pour le plaisir des yeux, pourquoi pas, comme cette magnifique tête de cerf. Alors elle est disponible en plusieurs coloris, il y a l'éléphant, le rhinocéros, bref, en tout cas des animaux gros format. Est-ce qu'on peut les voir en vrai comme ça? Est-ce qu'il y a une boutique où on peut aller se rendre un petit peu compte de ce que ça donne? En tout cas, il faut que ça rappelle les trophées de chasse, et alors ces trophées de chasse, mais alors attention, c'est du carton, c'est plus du tout empaillé ni rien. Pour trouver votre bonheur, il y a un magasin qui se trouve dans le Marais, mon gros coup de cœur de la semaine, ça s'appelle Flux. Voilà, c'est à Paris, dans le Marais, mais vous pouvez aussi trouver votre bonheur sur Internet.
Ah mais c'est sympa, hein. Moi j'ai déjà un petit chien à la maison, peut-être qu'il y a un nouvel animal de compagnie, je sais pas, une tête de bulldog. Tête de cerf. Une bonne grosse tête de cerf, ça serait ou un petit bulldog, c'est mignon un bulldog. Non, on a dit des gros animaux, Alexandra, des gros animaux. Ah, il y a des tailles de bulldog, je vous raconte pas, hein. J'en connais certains, ça fait peur. Bon, merci beaucoup, on se retrouve la semaine prochaine. Merci Clotilde. Pour commencer ce journal, présentation de l'événement et de tous ses enjeux avec Adriano Recchia et Loïc Signor. C'est le rendez-vous politique en matière de logement. Représentants des principaux partis, cadres de l'immobilier, tous ont débattu. Fruit d'une année intensive de travail pour la CMI FNAIM, la conférence attire les foules et les invités se montrent impatients de découvrir les avis des experts. Alors que le débat est sur le point de débuter, nous sommes allés recueillir quelques témoignages. La Chambre des métiers de l'immobilier a choisi non seulement des représentants importants de ces partis, ce sont des parlementaires, ce sont des personnalités, mais des spécialistes de la question du logement et de la ville. À l'ouverture du débat, Didier Camandona prend la parole et explique les enjeux du rassemblement. Devant un public attentionné, les représentants exposent les projets de leur parti. À bientôt un mois de l'élection présidentielle, la question du logement est sur toutes les lèvres. 1h30 plus tard, la discussion est close et les invités sortent tour à tour, mais les conversations continuent à l'extérieur de l'auditorium. Le but, c'était d'éclairer le public, d'éclairer les professionnels sur, sur la politique que comptent mener les différents candidats à l'élection présidentielle et les futurs députés franciliens par transitivité. Après l'effort, le réconfort, rien de tel que quelques verres pour prolonger les conversations. Les questions portant sur le logement ne s'arrêtent jamais, même autour de quelques petits fours et coupes de champagne. Vous venez donc de découvrir l'événement et maintenant, comme promis, on retrouve Alexandra Rost. Elle est en compagnie de Philippe Kaltenbach. Bonjour Alexandra. Et oui, absolument Clotilde, je me trouve en compagnie de monsieur Kaltenbach. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec moi sur ce plateau aujourd'hui pour cet événement un petit peu spécial. Alors vous êtes sénateur-maire de Clamart et donc vous êtes le représentant du Parti socialiste. Alors quel est le message? Quelles sont les propositions? On le sait aujourd'hui, la crise du logement est véritablement au cœur des préoccupations en vue de la présidentielle 2012. C'est vraiment la préoccupation première. Alors quel message vous souhaitez faire passer? Quelles sont les propositions aujourd'hui que vous faites? C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a une crise du logement sans précédent, surtout dans les zones tendues comme l'Île-de-France, avec deux problèmes. À la fois le manque de logement, il n'y a pas assez de logement, et puis le logement est beaucoup trop cher pour les familles. Aujourd'hui, le logement représente près de 25% en moyenne du budget des familles, donc c'est considérable. Donc ce que propose le PS, c'est de répondre sur les deux aspects, à la fois par la construction de logements, et puis aussi en faisant en sorte que les loyers soient plus raisonnables. La mesure urgente qu'il faut prendre, c'est tout d'abord d'encadrer les loyers dans les zones tendues, parce que ça sera à effet immédiat et ça évitera la flambée des loyers qui devient insupportable pour de plus en plus de nos concitoyens. Et en parallèle, relancer la construction. Là, François Hollande a avancé des mesures phares, comme la mise à disposition des terrains de l'État pour construire des logements à loyer modéré, comme le principe des 3 tiers, dans les opérations faire 1 tiers d'accession libre, 1 tiers d'accession sociale et 1 tiers de locatif social. Est-ce qu'on a déjà des chiffres en termes de construction? Vous avez parlé des logements sociaux, est-ce qu'on sait à peu près déjà ce que ça pourrait représenter? Alors aujourd'hui, il se construit un peu moins de 100 000 logements sociaux par an. L'objectif de François Hollande est d'arriver rapidement à 150 000 logements sociaux et d'arriver aussi à 500 000 logements construits chaque année, parce qu'il faut construire beaucoup plus de logements pour répondre aujourd'hui à la crise dans les zones tendues. Donc c'est un effort considérable. En Île-de-France, par exemple, aujourd'hui, il se construit 40-45 000 logements par an à peine. Il faudrait monter rapidement à 60-70 000. Donc il y a un effort important qui passe donc par ces mesures, qui passe aussi par des appuis financiers, parce qu'on ne peut pas construire sans financement. Donc il y a l'idée aussi de déplafonner le livret A, de passer le plafond de 15 000 à 30 000 pour donner plus de moyens aux organismes qui construisent du logement social. Il y a également l'idée d'augmenter les aides à la pierre. Mais je crois qu'on est sur une politique globale du logement. C'est vrai qu'on met l'accent sur le logement social, parce que c'est la priorité aujourd'hui et qu'il y a une forte demande, mais en faisant plus de logement social, on va maintenir les loyers et les prix à des niveaux raisonnables, et ça permettra aussi aux classes moyennes d'avoir une accessibilité au logement, parce qu'aujourd'hui les loyers sont trop élevés, les acquisitions sont trop élevées. Donc l'idée c'est vraiment de faire en sorte que ce budget logement
pour les ménages soit réduit. Et alors, fort de ce programme, s'il y avait une mesure à retenir, celle qui vous différencie des différents partis, laquelle est-ce alors ? Il y a plusieurs mesures. L'idée déjà de mettre à disposition les terrains de l'État gratuitement, l'idée de monter le seuil de la loi SRU de 20 à 25% pour qu'il y ait plus de logements sociaux, les 3 tiers, 1 tiers privé, 1 tiers action sociale, 1 tiers locatif, l'encadrement des loyers. On voit que c'est une politique globale avec du court terme, encadrer les loyers, et puis du plus long terme, produire plus de logements et faire en sorte que le coût du logement baisse pour les familles, à la fois les catégories les plus modestes, mais également les classes moyennes, qui sont de plus en plus touchées par cette crise du logement. Très bien, merci beaucoup Monsieur Kaltenbach d'être venu sur notre plateau. Je pense que le programme est très clair. Clotilde, on se retrouve tout à l'heure pour une nouvelle interview. Merci Alexandra, on vous retrouve tout à l'heure. Et maintenant, on va voir avec Jenna Mir ce que proposent d'autres candidats à la présidentielle, le Front de gauche, les Verts et aussi le Front National. Montage Anthony Lancé-Benasseur. Bonsoir Monsieur Domer. Bonsoir. Alors comme on le sait, c'est plus un secret, le logement subit une véritable crise en ce moment en France. On sait que c'est un sujet phare de la campagne présidentielle de 2012. Est-ce que vous avez des propositions à apporter qui ont eu lieu lors de cette conférence ? Il y a plein de maires en France et donc c'est un peu chacun pour soi. Et quand c'est chacun pour soi, personne veut faire du logement social, notamment dans sa commune, et donc préfère les envoyer dans la commune d'à côté. Ça, c'est peut-être la gouvernance du logement qui devrait changer, passer du pouvoir des maires au pouvoir des intercommunalités, des agglomérations, pour empêcher cet égoïsme municipal. L'État réduit ses subventions pour ce qu'on appelle l'aide à la pierre, et qui fait qu'aujourd'hui, il faudrait absolument relancer la construction sociale. Nous proposons, pour ce qui concerne le Front de gauche, de construire 200 000 logements par an pendant 5 ans. Nous, ce que nous distinguons, c'est le logement des Français et le logement des étrangers. Alors, évidemment, si on n'arrête pas cette folle politique d'immigration, dans 50 ans, on y est encore. Il n'y aura par définition jamais assez de logements. Et c'est le moment de retrouver Alexandra Rost, et je crois bien que vous êtes en compagnie d'un député de Seine-Saint-Denis. Et oui, effectivement, Clotilde, j'ai le plaisir d'être en compagnie d'Éric Raoult. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec moi. Alors, vous êtes représentant UMP. Donc, on le sait, ensemble aujourd'hui, on a la crise du logement. C'est vraiment au cœur des présidentielles en vue de 2012. Alors, aujourd'hui, vous êtes là pour nous parler des propositions de l'UMP. Alors, justement, quelles sont-elles? Quel message vous souhaitez aujourd'hui faire passer? En 2007, le chef de l'État avait apporté un certain nombre de propositions. Et durant toute la campagne électorale, ces propositions avaient été débattues. Ces propositions sont devenues des engagements. Et dans le domaine du logement, ces engagements ont été tenus. Sur la production de logements, sur la qualité qui a été celle des propositions qu'il avait lancées, on peut dire que ce quinquennat a été celui où il n'y a pas eu tant de déception que cela. Mais c'est vrai que le logement, c'est aussi un élément du patrimoine. Et en fonction de ça, les difficultés qui ont été ceux des marchés boursiers, monétaires, ont atteint le dossier logement. Mais la production de logement a dépassé celle d'il y a 10 ans. La difficulté qui a été celle de bien des maires de remplir les quotas de la loi SRU a été dépassée. Donc au total, on ne peut pas être si critique que ça sur cet aspect du bilan Sarkozy. Les propositions, demain, ça sera d'abord de poursuivre, de continuer à vouloir que la France soit composée en majorité de propriétaires, et puis d'autre part que l'on n'oublie pas qu'on réalise des logements, pas avec des slogans, comme le font les socialistes, mais avec de l'eau et du ciment. Donc justement, ça veut dire aujourd'hui qu'il faut aller plus loin. Alors quelles sont les actions concrètes que propose l'UMP pour essayer de trouver des solutions à cette crise du logement? D'abord, une partie des difficultés n'est pas uniquement sur la volonté gouvernementale ou sur les décisions qui peuvent être prises. Lorsqu'il y a une instabilité dans un certain nombre de décisions, et je sais qu'à la FNIM, on est attentif à ce qu'il puisse y avoir une stabilité de la fiscalité, une stabilité des décisions de réalisation et aussi de notre appareil juridique dans ce domaine-là, il faut de la stabilité. Dans le domaine urbain, il est important qu'on puisse débattre. Je vais vous donner un exemple. Hier soir, j'avais une réunion de quartier dans ma commune et j'ai eu une question.
Monsieur le maire, est-ce que vous allez appliquer la proposition du chef de l'État d'augmenter de 30% la constructibilité? Bon, il faut en parler aux gens, parce qu'ils ont l'impression pour le moment que ça va faire des immeubles avec 2 étages plus hauts. Il faut leur dire que ça permettra, dans des pavillons, de construire un appartement supplémentaire pour le fiston handicapé ou pour la mamie qui reste à la maison. Et donc en fonction de ça, je crois que après un quinquennat d'engagement et de modification d'attitude, il faut qu'on puisse avoir, je le souhaite de tout cœur, un quinquennat pour expliquer et pour montrer que tout le monde a intérêt à faire en sorte que le logement soit dans les années qui viennent stabilisé. Le marché du logement, mais aussi la législation sur le logement. Alors justement, merci beaucoup Éric Merci Raoult d'être venu sur notre plateau ici, spécialement aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci. Très bien, merci Alexandra. Alors qu'ont pensé les professionnels de l'immobilier de la soirée? Élément de réponse avec Jen Amir. C'est toujours très intéressant de voir les politiques sur un sujet particulier, surtout le sujet du logement qui est le nôtre. On s'aperçoit que il n'y a pas forcément des oppositions sur tout. Il y en a bien sûr, quelques-unes même très tranchées sur le blocage des loyers ou l'encadrement des loyers. Mais ce qui fait défaut, c'est une vraie politique du logement. Alors je vais être un peu critique, mais il faut bien l'être de temps en temps. Je trouve que le discours sur le logement est un discours pauvre. Il n'y a pas vraiment de proposition originale. On a vraiment l'impression qu'on prend ce qui a été fait pour fabriquer l'avenir. J'ai pas eu l'impression d'avoir des gens qui avaient des marges de manœuvre sur tous les plans, qu'ils soient budgétaires, voire même idéologiques, pour nous proposer quelque chose de nouveau. Je ne pense pas qu'ils défendent vraiment l'immobilier. Je crois qu'il faut aujourd'hui aller dans le bon sens de l'immobilier, de l'investissement, d'une pulsion immobilière. Et c'est ce qu'ont manqué un peu les contradicteurs ce soir. Maintenant, c'est à nous de transposer ce qui vient d'être dit dans des propositions pratiques et au niveau syndical et au niveau personnel. Les Qataris ne sont pas que dans le football, ils sont également dans l'immobilier. Prochain investissement, Londres, leur nouvel Eldorado. Loïc Signor. C'est la ville dans laquelle le Qatar investit le plus. Londres est devenue en 5 ans la terre promise des investisseurs qataris. À travers différentes sociétés, l'Émirat a déjà dépensé plusieurs dizaines de milliards d'euros, l'essentiel allant tout droit dans le marché de l'immobilier. Dans une période où l'investissement se montre frileux, le Qatar n'hésite pas à construire, alors que les autres se contentent d'acheter des bâtiments existants. La preuve avec cette tour en construction située au bord de la Tamise, elle deviendra, du haut de ses 310 mètres, la plus grande d'Europe. Le bâtiment, appelé Le Shard, a coûté près de 2 milliards d'euros, dont 80% dépensés par le Qatar. Du haut de cette tour, les Qataris pourront admirer leurs nombreuses acquisitions. Au rayon des propriétés émiraties, le grand magasin Harrods, acheté en 2010 pour 2 milliards d'euros, mais aussi l'ancienne caserne militaire de Chelsea Barracks, ou encore, plus surprenant, l'ex-ambassade américaine dont les Qataris ont récemment pris possession afin de transformer le lieu en un hôtel. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que Londres en redemande. L'été dernier, la ville a fait appel à l'Émirat pour qu'il rachète la moitié du village olympique. Les organisateurs cherchaient depuis longtemps un repreneur, c'est désormais chose faite. Récemment, ce minuscule pays étrenait le plus grand pavillon au Salon international de l'immobilier, affichant sans complexe son appétit démesuré, aussi bien à Londres que partout dans le monde. On commence ce journal avec une transformation, celle de la Samaritaine en palace. Comment concilier la rénovation d'un monument historique avec les standards du grand luxe? C'est un sujet signé Adriano Recchia et Damien Fleurette. La vieille Samaritaine va se transformer en palace. Fermé depuis 2005, l'édifice va retrouver une seconde jeunesse. Il faut toutefois attendre l'obtention du permis de construire, prévu en juin 2012. Suivront 3 ans de travaux, un méga chantier qui débutera à la fin de l'année. La Samaritaine et ses 80 000 m², en plein cœur de Paris, s'apprête donc à vivre un changement radical. Le 16 mars dernier, l'architecte Édouard François présentait pour la première fois le projet. Les directrices, elle est multiple. C'est de faire un très bel hôtel. C'est un lieu, si vous voulez, qui n'a pas de rez-de-chaussée, pas très peu, qui n'a pas de jardin, qui n'a pas a priori de terrasse, qui n'a pas de lieu de vie. Comment trouver le bon endroit pour le mettre, comment tirer parti en fait de tous les éléments qui sont
qui peuvent être contraignants, et pour en faire le mieux. Certains détails n'échappent pas aux amoureux de Paris, comme pour tout changement d'envergure dans la capitale, le chantier fait débat. Les gens s'inquiètent par exemple de ne plus pouvoir emprunter une passerelle qui proposait une vue imprenable sur la ville. Mais quand même, je m'interroge sur l'accessibilité au plus beau belvédère intramuros de Paris, qui a des qualités que n'a ni l'esplanade du Sacré-Cœur à Montmartre, ni la Tour Eiffel, ni la Tour Montparnasse. Une problématique que l'équipe du projet se défend d'avoir négligée. Sur l'aspect patrimoine, je pense qu'on va bien au-delà de beaucoup de questions qui nous ont été posées, notamment par exemple on travaille avec le conservateur, on va bien plus loin que ces préoccupations parce qu'on est habité par ce bâtiment et ce qui est intéressant c'est que l'hôtellerie de luxe il a besoin de cette qualité. Une qualité que l'on retrouvera côté Seine avec un hôtel 5 étoiles de 72 chambres. Côté Rivoli, une immense façade en verre devrait être mise en place ainsi que des bureaux et de nombreux commerces. Une crèche associative et 96 logements sociaux sont également prévus. Voilà, c'est la fin de votre best-of. Merci de nous avoir suivis. Quant à nous, on se retrouve lundi pour un nouveau JT immobilier. Très bon week-end à tous.